Bonsoir. Alors ce soir, du coup, on se retrouve comme c'était prévu je vais vous présenter les invités. Bon, je vais commencer par moi déjà, parce qu'on ne me connaît pas trop sur Endomind. Donc, je m'appelle Salomé, j'ai eu 34 ans. Je suis bénévole chez Endomind depuis, on va dire, une bonne année, une petite année. Et ce soir, du coup, on vous a préparé un petit rendez-vous de l'endo sur le thème endométriose et douleur. Et pour cela, on a réuni Mathilde François, donc, qui a réalisé un film avec Thomas Coipel, qui est réalisateur. Un film sur les douleurs qui est visible. Hein, on l'a déjà partagé sur la page Instagram d'Endomind, sur le Facebook. On le repartagera évidemment. Et nous avons aussi Christian Baude, qui est algologue à la clinique mutualiste de Lyon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, je vais commencer par Mathilde et Thomas. Si vous voulez présenter le travail que vous avez réalisé, la vidéo sur les douleurs. Peut-être Thomas, tu commences, parce qu'en plus c'est Thomas qui a réalisé le film. Ouais. Oui, excusez-moi, je me renommais parce que j'avais le nom de mon entreprise qui n'est pas vraiment d'actualité. Donc Thomas Coispel, j'ai réalisé le film effectivement grâce à Mathilde aussi. Moi, je suis venu avec une approche de réalisateur, donc qui consistait à trouver une forme pour le propos qu'on voulait relayer. Donc le témoignage de Mathilde qui souffre de douleurs chroniques, notamment dues, mais peut-être pas que, à une endométriose. Et donc au début, on avait plusieurs pistes où on imaginait peut-être que Mathilde pouvait peindre sur d'autres personnes qui souffraient elles aussi de douleurs chroniques. Et puis, juste après, on s'est dit que finalement, c'était mieux de resserrer autour de notre couple, puisqu'on vit ensemble. Et du coup, de cette relation, donc moi derrière la caméra et Mathilde devant, en se peignant dessus. Oui. Ouais, pardon, j'allais enchaîner, mais de mon côté, du coup, donc moi, je suis diagnostiquée d'endométriose depuis 2 ans, mais clairement, ça a été vraiment la grosse galère depuis mes premières règles à 12 ans. Et très concrètement, j'ai des douleurs qui sont quotidiennes déjà, donc qui sortent du cycle et qui, pour ma part, sont pelviennes, mais sont aussi parfois complètement totales, quoi, c'est-à-dire dans les bras, dans les jambes. Et il y a toutes sortes d'effets et de conséquences sur le quotidien et la fatigue chronique et la difficulté de marche et d'autres choses comme ça, surtout au travail par exemple. Et donc c'est vrai que du fait que j'ai cette situation-là, que Thomas en soit beaucoup témoin et que moi je souffre beaucoup du sentiment d'illégitimité parce que c'est quand même un handicap invisible, on a eu beaucoup ces discussions sur comment rendre visible la douleur et le handicap invisible. Et en parallèle, en plus, moi, je suis illustratrice, peintre, donc c'est pas mon métier principal, mais je travaille beaucoup à dessiner ce que je ressens. Je fais des bandes dessinées sur Instagram sur, là, en ce moment, justement, la maladie au travail. Et donc, c'était quand même un média, cet espace de peindre les douleurs sur moi, qui était quand même pas du tout loin de ma pratique artistique habituelle. Voilà pour la présentation. Oui, oui, tu parlais de justement ta petite BD qui s'appelle Inact, qui est visible sur ton Instagram, qui est aussi très, très intéressante. Enfin, moi, je m'y suis particulièrement intéressée parce que je suis ultra concernée, puisque les difficultés au travail, on les a tous les jours, quotidiennement, et il faut faire avec. Mais voilà, ça demande, c'est clair, une certaine adaptation quand même. Mais c'est à nous, souvent, le plus souvent, c'est plus à nous de nous adapter qu'à la société, malheureusement. Mais c'est cool qu'il y ait ces images-là parce que je trouve que ça représente bien le quotidien, quoi, d'une malade chronique en général. Du coup, je vais demander à Christian Baude de se présenter, s'il vous plaît, docteur.
faut ouvrir le micro. Vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. Alors, je suis donc le docteur Christian Baude. Donc, je suis anesthésiste de formation et je fais donc la douleur chronique depuis les années 90. Donc, d'emblée, je me suis intéressé à la douleur pelvienne chronique parce que à cette époque, c'était le parent pauvre de la douleur chronique. C'est un peu toujours pareil, bien qu'on en parle plus. Et donc, depuis un grand nombre d'années, donc, je m'intéresse à ces douleurs chroniques pelviennes, que ce soit les névralgies, les douleurs viscérales chroniques, et tout ça au sein d'une équipe pluridisciplinaire et avec tous les moyens qu'on peut apporter, car il y a des moyens thérapeutiques. Après, le tout est de s'y intéresser, d'écouter les patients, de proposer et de suivre. Voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses qui tranche avec une pratique médicale d'organes. C'est une pratique, l'algologie, qui est transversale. Et donc voilà, donc un peu mon principe. Je m'y attelle depuis longtemps et je continue toujours et encore. Merci. Du coup, Mathilde, est-ce que toi, tu pourrais nous décrire ta douleur chronique? Comment tu la vis chaque jour? Comment tu sens que ça va arriver? Comment tu vas appréhender, je ne sais pas, ton quotidien avec tout ça? En quelques mots, parce que du coup, le film dans lequel je raconte justement les différents états de douleur, il explique bien. Et il explique, enfin, j'essayais dans le film d'expliquer les effets sur la vie, parce que je vois bien que quand on dit à quelqu'un j'ai mal, c'est pas très clair et c'est pas très signifiant. Alors que quand on dit ça m'empêche de marcher plus de 100 mètres, ou bien ça m'empêche de me concentrer, quand on raconte les impacts, j'ai l'impression que la communication, ça passe beaucoup mieux. J'ai vu ça au travail, ça les a éclairés. Et du coup, jusqu'ici, j'avais divisé la description de mon état en 3 stades en disant le stade 1, c'est mon stade de base où j'ai mal tous les jours, donc c'est des douleurs traversantes entre l'utérus et le sacrum. Moi, j'ai des atteintes sur les ligaments utérosacrés, donc j'ai l'impression d'avoir une sorte d'épée qui me traverse en permanence. Ça, c'est la douleur de base. Quand je suis sans aucun antalgique, c'est jamais en dessous de 5. Là, en ce moment, je vis sous tramadol matin et soir et je pense que c'est à peine à 5. Enfin, c'est vraiment pas très bas, j'ai vraiment pas de pause. Et à ça s'ajoutent des douleurs que je pense être assez musculaires, qui sont des douleurs de dos, des douleurs lombaires, aussi des douleurs dans tout l'abdomen qui sont enfin, je sens bien qu'en fait, il y a des sortes de crampes dans tout mon abdomen et donc je passe beaucoup de temps au quotidien à respirer profondément pour masser les organes et à m'automasser et à faire des étirements du psoas et du périnée. Et en parallèle de ça, assez régulièrement, j'ai des douleurs neuropathiques, enfin, ce que j'en ai compris, d'une hypersensibilisation centrale, ce qui fait que d'un coup, il y a des déclencheurs. Parfois, c'est quand je reste debout, quand je fais un effort physique trop long, donc rester debout trop longtemps, ou prendre le métro, les vibrations du métro, ça déclenche. Ou bien le froid. Alors moi, si je m'assois sur un banc froid, vous pouvez être sûr que je démarre une crise. Donc j'ai un coussin, je vis ma vie avec un coussin que je promène partout. Et en fait, des fois, même la rampe dans le métro qui est froide, juste la toucher, je sens que ça prédémarre la crise neuropathique. Et donc là, c'est des douleurs hallucinantes où franchement, je tombe des nues quand j'explique ça aux gens. J'ai mal aux genoux, aux poignets, aux coudes. Quand j'ai des crises d'endométriose, ils ne voient pas. Mais c'est ça, j'ai mal dans tous les membres, spécifiquement dans les mains. Tout est engourdi, je perds ma force. J'ai déjà fait c'est pas des malaises vagos vraiment, mais c'est des pertes de tonus complètes dans la rue. Dans ces moments de crise. Et j'ai le dos qui a un niveau de sensibilité comme si j'avais une brûlure à vif. On ne peut plus juste poser la main sur mon dos. Ou même l'autre jour, j'étais dans cet état, il y a une moto qui est passée à côté et la vibration de la moto, j'en ai pleuré. Dans le dos, en fait, comment la vibration résonne. Donc, en fait, tout ça, déjà, c'est quotidien et au sein de la même journée, ça varie. Donc, très compliqué de dire son état à ses proches et il faut s'adapter en permanence. Et ça, c'est pas du tout compatible, par exemple, avec le travail où en fait, on s'engage à être prévisible. Et là, moi, j'ai une vie où le matin, je peux dire aux gens, écoute, on avait rendez-vous à midi, je vais pouvoir être là à midi, je vois qu'il est 10h30, je sens que je vais pouvoir être là. Mais avant le jour même, je ne peux pas assurer
ma présence. Voilà à quoi ça ressemble de mon côté, hein. Je sais qu'il y a 1000 variations, mais c'est très imprévisible. Et ça, c'est vraiment super chiant. C'est vrai, c'est vrai. Je conçois tout à fait. Voilà. Du coup, docteur Baud, est-ce que vous voudriez nous expliquer un peu le phénomène d'hypersensibilisation, comment ça se passe au niveau du plancher pelvien, toutes ces douleurs qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent et qui font qu'on n'arrive plus à surpasser tout ça, quoi. Bon. Oui, donc dans l'endométriose, y compris aussi dans les névralgies, y compris dans les cystites chroniques, on a un organe qui souffre, et puis il y a donc l'hypersensibilisation. Il y a toujours donc de l'hypersensibilisation. Alors, l'anatomie du pelvis fait qu'il y a des organes, des muscles, des nerfs et des ligaments. L'hypersensibilisation, c'est finalement à partir de phénomènes nociceptifs, à partir de lésions, finalement, il y a le feu qui se met dans le pelvis. Et à ce moment-là, donc, les patients décrivent très bien, ils ont le feu, et à ce moment-là, ça enflamme absolument tout, y compris le muscle, y compris les ligaments, les organes. Et finalement, on a une étape de base qui est, vous le décrivez très bien dans le film, on le voit tout à fait bien, c'est assez remarquable même, de voir cette douleur de base qui est un endroit, un organe, et puis le feu s'installe. Et le feu se met un peu n'importe quand. Il y a toujours, dans toutes ces pathologies-là, il y a toujours le syndrome musculaire. Le syndrome musculaire, il est constant, 100%. C'est la prise en charge essentielle même. Il faut axer souvent la prise en charge sur ce syndrome musculaire. Et ça avait été décrit, si vous le savez, les travaux de Weiss-Anderson, une migraine dans le pelvis. C'est remarquable parce que dès les années, même il y a 10 ans ou plus, il date, et il a tout à fait décrit que le syndrome musculaire, c'est la partie principale des douleurs pelviennes chroniques. Et donc, il faut axer la prise en charge là-dessus. Et puis, le système nerveux, il ne s'arrête pas là, évidemment. Il y a le feu, et le feu, il déborde. Vous imaginez bien, on peut imaginer ça. Moi, je montre ça par exemple une forêt, si vous voulez. Le feu, il démarre à un endroit, et puis il se propage partout. Et de ce fait, ça explique toutes ces étapes que vous avez bien mis dans votre film, avec l'étape locale, le syndrome musculaire, les signes viscéraux, donc la vessie qui souffre également, les troubles digestifs, et puis les douleurs à distance aux membres, les douleurs achidiennes, les douleurs des membres, et finalement, donc, après, c'est le feu partout. Et ça, c'est en fait le système nerveux qui est complètement débordé. Parce qu'initialement, le système nerveux, il est contrôlé. Mais là, dans l'hypersensibilité, il n'y a plus de contrôle. Il est complètement débordé et tout filtre, toutes les stimulations filtrent et tout va déborder et enflammer l'ensemble du corps. Et c'est fluctuant, finalement. C'est ça une grande caractéristique, c'est que c'est fluctuant, c'est déclenché par des stimulations diverses et ça va s'enflammer. C'est un peu comme une balance, finalement. J'explique ça aussi comme une balance. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre très précaire et puis d'un coup, la balance se déséquilibre. Le feu part. Et dans l'hypersensibilisation, cette notion de balance, finalement, ça ne revient quasiment jamais à zéro. Ça a été prouvé. Hein. Ça ne revient jamais à zéro. Ça revient à un équilibre précaire. Et si on ne fait rien, s'il n'y a pas de prise en charge, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de moyens thérapeutiques, eh bien, cette balance se déséquilibre progressivement, de plus en plus, revenant de moins en moins proche de l'équilibre. Voilà, c'est un peu comme ça que j'explique l'hypersensibilisation aux patients.
Et c'est assez parlant parce qu'ils se reconnaissent tout à fait dans ces douleurs à des endroits et ça déborde, c'est le feu. Voilà. Et c'est un peu, du coup, ça me fait aussi penser à la névralgie pudendale que vous connaissez bien. Oui, alors, la névralgie pudendale, alors, c'est un conflit sur le nerf pudendal, mais le nerf pudendal, il est neurovégétatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des fibres motrices qui vont vers les muscles, mais également des fibres appartenant au système nerveux végétatif. Et de ce fait, il y a toujours, dans la névralgie pudendale, quasiment souvent, il y a un syndrome musculaire et de l'hypersensibilisation. Même mécanisme, même chose. La cystite chronique, même chose. Et on le voit très bien, d'ailleurs, il y a des écrits qui montrent que finalement, on a des associations thérapeutiques. Et ça, c'est important de savoir. C'est qu'à hauteur de peut-être une fois sur trois, il y a des associations, par exemple, c'était monté endométriose et spondylarthrite ankylosante, lupus, et puis également cystite chronique et lupus. Tout ça, c'est... donc, l'approche de ces patients, c'est très transversal et très multidisciplinaire. Parce qu'il faut tout à fait inventorier tout. Et c'est souvent une médecine d'organes, c'est-à-dire on s'intéresse à l'organe, mais il y a beaucoup d'associations. Et finalement, il faut prendre vraiment le problème de façon associative. Oui. Du coup, je vais vous proposer de, si Thomas Cospel veut bien, projeter un extrait de la vidéo, comme ça, les abonnés pourront voir. Très bien. Voilà. J'essaye en gardant mon micro. Je ne sais pas si ça fera un écho ou pas. Des douleurs qui sont, si je comprends bien, des douleurs du système nerveux en tant que tel. Là, c'est des douleurs fortes comme ça, hein, qui sont très aiguës. On dirait vraiment des petits coups de cutter, tu vois, ou d'un truc très pointu, très aigu, très strident. Une étoile. C'est la gauche. Et même dans les doigts, quoi. J'ai les doigts engourdis. J'ai l'impression que je rate des choses à cause de la douleur. En fait, j'ai l'impression que ça me transforme, quoi. J'ai l'impression que, tu vois, ça change mon rapport au monde, en fait. Le monde, il était comme ça. Si tu as mal et que tout t'énerve, la majeure partie du temps depuis 2 ans, et ben, à quel moment on considère que c'est à quel moment tu peux considérer que tu as tellement ressenti énervant le monde que c'est énervant, quoi. Enfin, à quel moment tu te dis, bon, mais moi, je suis une meuf énervée, en fait. Et c'est vrai que des fois, j'ai juste besoin d'écoute, en fait. Des fois, j'ai juste besoin qu'on me dise, OK, ben, c'est dur, quoi. Je t'embrasse, je suis avec toi. Comme des fois, quand tu as une rupture ou un deuil, ben, tu es en mode, j'ai juste besoin que les gens ils sachent que c'est dur et des fois, il n'y a pas de solution à trouver. Je ne sais pas si on entendait, du coup. Si. Et du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur ce que disait Mathilde dans la vidéo, dans l'extrait, là, que des fois, oui, on a juste besoin déjà qu'on nous demande comment ça va, comment tu te sens, Parce que c'est vrai que, je vais parler un petit peu de mon cas personnel, mais quand ça me prend au travail, je me sens complètement décontenancée et complètement partagée entre il faut continuer de réaliser ta tâche et on attend de toi que tu fasses ton travail, en fait. Donc, on ne te demande pas forcément si mais tu vas bien ou tu vas pas bien. Enfin, c'est... Donc, voilà. Pour le film, l'extrait du film, on repartagera de toute façon sur les réseaux. Du coup, j'avais envie de vous demander, Mathilde et Thomas, ça vous a rapproché quand même de réaliser le film ensemble, les réactions autour de vous, qu'est-ce que ça a donné?
Mathilde et après, peut-être j'enchaîne. Ah, ok. Dans ce cas, est-ce que ça nous a rapprochés? Je pense que c'est parce qu'on est bien proches et que quand même moi je me sens très soutenue qu'on a pu faire ce film. Et d'ailleurs, j'ai été impressionnée parce que quand j'ai été prise en charge à Saint-Joseph par la consultation douleur, là, quasiment une des premières questions de l'algologue, ça a été: est-ce que vous êtes bien soutenu? Est-ce que vous vous sentez soutenu dans votre quotidien? Et j'ai trouvé que c'était tellement pertinent de poser cette question en premier parce que je pense que la douleur chronique, on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas une sorte de légitimité de soutien autour. Je pense qu'en fait, si tout le monde nous dit mais c'est dans ta tête, je ne vois pas comment on peut guérir de ce truc, rétablir l'équilibre, comme vous disiez. Donc c'est surtout parce qu'on était proches, d'autant plus qu'en fait c'était assez éprouvant, beaucoup plus que ce que je pensais. Moi, j'ai l'habitude de tchatcher, donc je me disais facile, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est pas vrai. J'étais bien stressée le matin. J'ai réalisé qu'en fait, ça m'angoissait vachement de me mettre en sous-vêtements devant la caméra et que c'était pas facile. Alors que d'habitude, j'ai envie de dire mon corps est mon corps, point quoi. Mais là, c'était quand même plus dur que je pensais. Donc finalement, le fait que je sois en confiance, ça nous permettait d'être dans le moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout tourné le film pour que ce soit un film. On l'a tourné pour dire, alors, on va mettre une bâche dans le salon et tu vas te peindre les trucs sur toi et moi je vais filmer et on va discuter. C'était pas du tout et ça fera un film et la suite et la suite. Et ça, pour le coup, c'était assez émouvant et quand même assez rapprochant. Pour moi, ça a représenté une sorte de tournant. Je me suis sentie très soutenue et limite officiellement soutenue, vous voyez, comme si on vous donnait une sorte de médaille. Voilà, vous êtes officiellement dans la merde et reconnu comme étant dans la merde. Et bien moi, ça m'a fait vachement de bien. et, et, euh, et en plus, parce que c'est quand même très spécial, enfin Thomas t'en parlera, mais c'est très spécial parce que Thomas, il fait une sorte d'entretien en live, quoi. C'est-à-dire, il pose des questions. Et c'est aussi des questions, comment dire, qui s'inscrivent dans notre relation, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans de l'intimité, des questions de ressenti. Bon, voilà, donc ça c'est quand même une partie du film qui est un élément du film qui se voit peut-être pas, mais qui est très important pour que ça marche et qui a été bien basé sur la confiance réciproque, quoi. Voilà. Oui, et pour rebondir, c'est vrai qu'on m'avait demandé lors d'une projection combien de temps de tournage ça avait nécessité. Donc ça a nécessité juste une après-midi qui était assez éprouvante, mais néanmoins c'était court. Mais par contre, je dis que ça a nécessité 2 ans. En fait, ça a nécessité 2 ans de conversation autour de la douleur et quelle place ça prend dans la vie quotidienne. Et je pense qu'en tant que compagnon, on a un rôle privilégié à la fois comme aidant, mais aussi comme observateur de ce quotidien. Et la plupart des gens qui peuvent voir Mathilde dans sa vie professionnelle ou sa vie amicale, en fait, ils la voient par aperçu et ils n'ont pas cette vision sur le long terme que je peux avoir en vivant sous le même toit. Donc, je pense qu'il y a une relation privilégiée et que le film a été possible par cette relation privilégiée. Je ne me vois pas avoir ce degré d'intimité avec quelqu'un que je ne connais pas ou pas à ce point. Et ensuite, vous parliez un peu de l'écho qu'il a pu avoir. Nous, on avait quand même beaucoup de retours de jeunes femmes qui disaient se reconnaître dans le témoignage de Mathilde, qui étaient du coup soulagées de voir qu'elle n'était pas seule et qui l'ont montré en fait à leurs proches, que ce soit leurs compagnons, leurs compagnes ou des amis ou la famille. Et ça a été vraiment pour elles une façon d'expliquer enfin de façon claire comment elles vont, qui ne peut pas se résoudre à ça va pas, ou l'échelle de 1 à 10 qui a son avantage mais aussi ses défauts. Donc ce film, il a beaucoup circulé, on a l'impression aussi dans cette fonction-là, de dire regardez ce témoignage-là, je vis sensiblement la même chose. Et j'avoue que en tant que réalisateur, c'était super de voir que le film voilà, pouvait servir à d'autres personnes et n'était pas juste un objet comme ça qui nous servait à nous deux. Et par contre, je dirais que c'est encore assez genré quand même dans le sens où c'est quand même beaucoup des femmes qui nous font des retours. Peut-être qu'elles s'identifient plus facilement, peut-être qu'elles ont plus en proportion ce genre de troubles. Mais par contre, elles ont
souvent montré à des hommes. Donc voilà, peut-être que c'est un ambassadeur de cette condition très spécifique de femmes qui sont dans cette souffrance chronique à des hommes qui sinon en fait ne savent même pas que c'est possible, tout simplement. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est un très bon support, oui, pour montrer où oui, il y a plus de retours de femmes, ça ne m'étonne pas trop. Et docteur, vous qui recevez des patientes justement qui sont atteintes de douleurs chroniques et invisibles, comment vous les accueillez? Comment elles arrivent à se livrer facilement sur leurs douleurs? Ou il faut creuser un petit peu pour découvrir vraiment l'ampleur parce qu'en général, on n'arrive pas à tout débiter tout de suite. Alors, la consultation, effectivement, est très personnalisée. C'est-à-dire que le patient arrive et donc, déjà, il y a toutes les techniques, on va dire, de mise en confiance, l'interrogatoire qui est nécessaire, mais pas un interrogatoire policier, basé sur l'écoute active, c'est-à-dire c'est très important pour voir où est-ce qu'ils ont mal, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils attendent. Tout ça, il y a vraiment... La première consultation, c'est la plus importante, de toute façon. C'est là où tout se joue. Voilà. Donc, mettre en confiance, décortiquer, voir tout ce qui est dans l'attente, dans la croyance et tout, parce que ça impacte énormément, tout ça. Et puis après, proposer. Tout ça, donc, proposer une prise en charge. Alors, le suivi, c'est très important. C'est sûr, c'est fondamental. Suivi régulier, par tous les modes possibles, et puis proposer une prise en charge. Alors, la prise en charge, moi, je l'imagine au fil du temps. Bon, il n'y a pas de médicament miracle, il n'y a pas de technique miracle. Donc, c'est finalement en fonction des attentes, du diagnostic. C'est finalement des traitements par palier. Moi, je fonctionne énormément par palier. C'est-à-dire, ils ont tous un syndrome musculaire. Donc, la prise en charge musculaire systématique. C'est tout ce qui va être kiné, auto-étirement, électrothérapie, avec tous les modes de courant. On a plein d'outils qu'on peut faire nous et que le patient peut faire aussi. Et puis, associer les médicaments, oui ou non, des perfusions, oui ou non, tout ça, c'est par palier. Bon, le socle, c'est la prise en charge musculaire. Après, tout ce qui est, on va dire, tous les autres moyens peuvent être proposés, tout ce qui va être infiltration, si c'est nécessaire ou pas, tout ce qui est, on va dire, non médicamenteux, toutes les approches, tout est bon en fonction de ce que ça peut aider et de ce que ça peut être accepté par le patient. C'est fondamental, ça. Oui. S'ils n'acceptent pas, si c'est mal expliqué, ils ne font pas. Donc finalement, voilà, et c'est tout un contact très personnel, très personnalisé que j'essaie d'établir. Et un suivi qui va être vraiment totalement adapté. Et par exemple, quelle sorte de traitement vous proposez? Là, je parle de médicaments. Médicaments en premier lieu, niveau douleur, qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Bon, alors, souvent, les patients arrivent, ils ont déjà des médicaments. Donc, déjà. Alors, c'est toléré, c'est pas toléré. Alors, si c'est pas toléré, ou si le patient n'exprime pas une grande volonté de médicament, donc c'est clos. Hein. Autrement, c'est les médicaments neuropathiques, finalement. On discute de ça, hein. Mais les médicaments neuropathiques, c'est qu'un aspect seulement de la prise en charge. Finalement, c'est les médicaments comme la gabapentine, la prégabaline, mais c'est un petit appoint, toujours associé à autre chose, finalement. Associé à la prise en charge musculaire,
aux techniques d'électrostimulation. Oui, le TENS. Le TENS. Alors, on a plein de petites de méthodes. Il y a le TENS, il y a l'écomodie, mais c'est des petites variantes, les ondes magnétiques, etc., que je dispose d'un appareil pour le syndrome myofacial, un réseau de kiné, d'ostéo, et tout ça, c'est finalement très personnalisé. Finalement, c'est des propositions pour le patient. Il doit adhérer, et à ce moment-là, on réévalue. Et à ce moment-là, on adapte, on modifie, on enlève, on monte, on change. Tout est possible. Tout est possible. Oui, le tout, c'est de pouvoir creuser avec la patiente ce dont elle a besoin et ce qui l'améliore dans son quotidien et ce qui ne marche pas, adapter, toujours rechercher. Exactement. Ce qui n'améliore pas, c'est pas bon. Ce qui peut améliorer, on continue. Et puis, voilà, c'est une prise en charge qui évolue complètement, qui change. Et puis, le contact, c'est très important. Ça, c'est bien démontré. La relation médecin-malade, que ce soit en spécialiste ou encore plus en douleur, c'est un facteur de déséquilibre de cette fameuse balance. Ça, c'est démontré. Hein. Il y a des choses là-dessus. Hein. Autant que le stress, autant que l'excès de morphine, enfin, on en passe plein de choses. Voilà. Tout à fait. C'est une prise en charge évolutive, associative, par palier, et tout ça en accord avec le patient, avec son accord, et en exposant le pour, le contre. Voilà, alors c'est peut-être pas vu comme très scientifique, comme approche, ça je reconnais, mais n'empêche que c'est une prise en charge qui me paraît adaptée à la douleur chronique. Oui. Qui tranche complètement avec des approches de spécialistes. Merci. Très bien, merci. Du coup, Mathilde, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que le film a changé pour toi niveau parcours santé. Tu nous as dit que tu t'es sentie plus légitime, mais du coup, est-ce que ça a vraiment impacté ton parcours santé? Enfin, est-ce que des choses ont changé? Tu as pris plus de rendez-vous? Tu es overbooké? Voilà. Je vais faire une réponse qui va bien dans la prolongation de ce que vous venez de dire, docteur, c'est-à-dire que on a diffusé le film la première semaine de janvier et moi j'ai été arrêtée de travail la deuxième semaine de janvier et depuis je suis toujours en arrêt de travail. Ce qui se passe, c'est que mon état à moi s'est aggravé, on va dire, pendant 2 ans, quoi. Enfin, j'ai eu des douleurs qui sont devenues quotidiennes et elles se sont installées pendant 2 ans, pendant lesquelles j'ai vraiment forcé à essayer de tenir en parallèle mon travail, donc qui était mon premier emploi en plus de jeune diplômée, et le parcours de soins. Et donc, je voyais des médecins, j'étais suivie par 2 médecins de ville en parallèle, donc gynéco et algologue. Et c'est vrai que je les voyais, on va dire, moi je trouve pas très souvent, pas très longtemps, et notre échange était assez court et se concluait par voilà, prenez tel médicament, et zou. Et en fait, ce qui s'est passé, bon, mon état s'est aggravé, on en est arrivé à, je fais plusieurs crises par semaine pendant lesquelles je ne peux pas marcher, donc là c'est pas du tout compatible avec une activité professionnelle. Et quand on a diffusé le film, déjà il y a eu un premier effet direct, c'est que mes collègues l'ont vu parce que je l'ai partagé sur mon blog, ils ont vu mon blog. Et ça, c'était assez incroyable pour moi de savoir qu'ils l'avaient vu. Bon, j'avais à la fois un peu de stress et en même temps, je me disais, ben, c'est une bonne chose. Et j'ai été assez touchée parce que le lundi, ils m'ont dit, oh, mais en fait, c'est tous les jours. Ils étaient quand même assez préoccupés, quoi. Ils étaient assez choqués. C'est-à-dire que ça faisait quand même 2 ans que je leur disais, je n'étais pas du tout dans le fait de le cacher. Et on avait déjà essayé de réfléchir ensemble à des adaptations que je n'avais pas réussi à réellement appliquer au travail. Et là, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu sous le choc et en même temps un peu peut-être impuissants. Enfin, moi aussi, je l'étais. Donc, premièrement, ça m'a
conforté, c'est-à-dire que ça m'a donné la force de me dire, en fait, peut-être que c'est vrai que c'est pas adapté que tu travailles en parallèle d'être dans cet état et d'essayer de te soigner. Alors que jusqu'ici, j'avais vraiment l'idée que j'allais y arriver. Et si je serrais fort les dents, quoi, ce qui me paraît un peu contradictoire avec se sortir des douleurs chroniques, serrer fort les dents et stresser plus. Et ensuite, ce que ça a produit, c'est que ça a activé, plein de choses se sont emballées à ce moment-là. Ça a activé le fait que, par exemple, ma mère, qui est aussi médecin, mais qui était pédiatre au départ et qui est psychiatre maintenant et thérapeute familiale, donc elle est vraiment éloignée du somatique, des symptômes. En voyant le film, elle a pu l'envoyer à beaucoup de ses copines. Alors, du coup, on est passé dans un monde un peu étrange où elle m'appelait une fois par jour pour me dire, ma copine gynéco, elle a vu ton film, elle a dit ça. Ma copine qui a travaillé avec des algologues à l'Institut Gustave Roussy, elle a vu ça et elle t'a recommandé d'aller voir un hypno. Et finalement, paradoxalement, j'ai eu vent de plein de manières d'approcher qui étaient nouvelles. L'hypnothérapie, on m'en a parlé. Elle a dit, j'ai une copine algologue qui a parlé de la traitement transcrânien magnétique. Ma copine gynéco qui dit que quand même, peut-être ça vaudrait la peine de voir si ça a bougé ou pas. Donc ça m'a fait... Bon, c'était spécifique, mais ça m'a fait du bien finalement. Et le fait que mes proches ils le voient et qu'ils disent waouh, c'est vraiment chaud, ça m'a donné de la force parce que ensuite j'ai été arrêtée et ensuite on m'a donné un arrêt de travail long. Et moi j'ai vraiment quasiment pas supporté l'idée. C'est-à-dire que le jour où on m'a dit je vous arrête 1 mois, moi j'ai failli supplier la médecin de dire non, vous pouvez pas m'arrêter, c'est impossible, mon travail. Et elle m'a dit mais vous avez quoi comme priorité dans la vie? Et ça m'a un peu. Elle m'a dit parce que vous stressez trop d'être arrêté, c'est qu'il y a un problème. On dirait pas que c'est urgent pour vous d'aller mieux. Et en fait, j'avais l'impression jusqu'ici d'exagérer. Je sais pas, je pense que tout le monde a ça. Les douleurs chroniques, on se dit je suis pas légitime, c'est pas si grave, c'est pas un cancer, j'exagère. Et là, le fait que les gens autour de moi disent quand même c'est très chaud, je me suis dit bon, peut-être qu'au lieu de m'acharner à travailler, je pourrais m'acharner plutôt à essayer d'aller mieux, de voir comment je peux être mieux prise en charge. Et effectivement, à partir de là, aussi parce que Thomas, en tant que témoin journalier, a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Mon parcours de soins a quand même changé, c'est-à-dire que j'ai été prise en charge dans une consultation douleur à l'hôpital. Donc là, il y a eu déjà une discussion pluridisciplinaire qui s'est mise en place. J'ai pu accentuer, jusque-là, j'avais très peu de kiné, j'ai pu vraiment être prise en charge en kiné un peu plus sérieusement. Et j'ai arrêté, moi, d'être responsable de mon parcours de soins. C'est-à-dire que soudainement, il y a eu une médecin algologue à l'hôpital qui a piloté le parcours de soins, chose que jusqu'ici n'était pas le cas. C'était moi, avec mon petit dossier et mon petit cerveau, qui faisait la manager, qui allait d'un spécialiste à l'autre, et disant « Ah ben voilà, l'autre docteur, elle a dit ça. » Et la gynéco, elle disait « Ah ben d'accord, vous lui direz que j'ai dit ça. » C'était une charge mentale de malade, et je ne me sentais pas... en confiance en fait. Donc c'est ça qui a changé. Mon parcours de soins a changé. C'était pas... Il est ultra intensifié, on est d'accord. Et maintenant je me sens en confiance, ce qui quand même, je pense, baisse vraiment mon niveau d'angoisse. Je me réveille plus la nuit en pleurant et en me disant qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû lire sur Google qui m'aurait aidé à trouver une nouvelle piste. Vous savez, cette espèce d'angoisse de dire j'ai pas fait assez pour m'en sortir. Voilà ce qui a changé. Donc le film, je pense, a beaucoup aidé à ça. Et tu te sens mieux quand même niveau douleur ou tu te sens mieux? C'est un peu le rêve, mais disons que toi, en tant que malade, oui, ça t'enlève quand même une épine un petit peu, quoi. Tu as une meilleure équipe médicale autour de toi et c'est plus rassurant. J'ai une meilleure santé mentale, mais côté douleur, c'est vraiment pas mieux. Et donc, on est dans ce que vous disiez, docteur, une première stratégie et avec d'autres stratégies ensuite, si celle-ci ne marche pas, mais avec réévaluation régulière. Donc là, on est dans une des stratégies qu'on réévaluera. Voilà. Mais j'ai un scénario en tête. On m'a dit, voilà, on essaye ça. Si ça ne marche pas, on rediscute. On essaiera ça et ça et ça. Et ça me rassure, ça aussi, mine de rien. Ça me permet de me projeter. Parfait. Et vous, docteur, quel a été votre avis du coup sur la vidéo réalisée? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, ce que j'en ai pensé, je vous dis carrément sans détour du bien. Pourquoi? Parce que c'est effectivement invisible. Et donc, on a beaucoup de mal à trouver des explications, des images. Alors, je travaille avec des images que je me fais, que je montre aux patients, avec le feu, l'eau, etc., qui déborde.
j'ai des petits visuels, comme on dit, avec des rivières qui débordent, etc., le feu qui prend dans une forêt. La balance, j'ai aussi, mais effectivement, on montre, de toute façon, on montre aux patients des schémas corporels, le plus souvent. On leur montre, j'ai aussi ces petits visuels, où ils montrent toute leur douleur. Mais ça, c'est statique, en fait. Et ce qui est bien dans votre film, ce que je trouve, c'est que c'est dynamique. Ça montre l'évolution. C'est pas statique, c'est pas une feuille, quelqu'un pendant gribouiller de partout, ce que parfois ils font, hein. C'est que c'est dynamique, c'est-à-dire, voilà, c'est là d'abord, ensuite c'est là, etc. Donc, globalement, je trouve que c'est un très bon visuel. C'est un très bon visuel pour expliquer la sensibilisation. C'est très bien, je trouve. Oui, c'est vrai que le fait qu'il y ait du mouvement, ça change un peu la donne. C'est pas pareil que d'être dans le bureau du médecin et de colorier les parties du corps douloureuses et le voir lever les yeux au ciel. Dans quoi on s'embarque? Donc Oui, là, oui. c'est quand même plus attrayant, on va dire. Oui, parce que C'est une autre approche. le côté gribouillage, c'est pas très pertinent, mais le côté dynamique, c'est parce que c'est évolutif, hein, c'est ce que je disais, c'est une douleur évolutive en temps réel, finalement. Et c'est très bien de montrer que ça part dans un sens, ça peut redescendre dans un autre sens. Le côté dynamique, c'est super pour expliquer. Parfait. Si je peux ajouter une petite chose, en fait, c'est vrai qu'avant de faire le tournage, on avait déjà réfléchi à cet ordre en stade. Donc, ça a donné quand même une progression. Et c'est aussi quelque chose que Mathilde avait quand même commencé à théoriser de son côté. Donc, il y a cette échelle de 1 à 10 qui existe, mais la question des stades comme des paliers qu'on crante, je trouvais ça une sorte de fil rouge assez clair, justement, pour pouvoir expliquer les choses. Et par contre, on a eu des discussions sur comment filmer. Euh, et à un moment donné, on s'est dit peut-être on pourrait filmer d'un peu plus loin pour voir Mathilde en entier, des pieds à la tête. Mais justement, on trouvait que c'était une image trop clinique, trop médicale, qui peut-être objectiverait Mathilde, pas comme une personne avec qui on dialogue. Et du coup, je lui ai plutôt proposé, on a fait des tests, elle a pu comparer, mais je lui ai plutôt proposé cette valeur de plan, donc qui est assez proche, qui est un gros plan, et qui me permet de balayer en fait au fur et à mesure du récit de Mathilde, parfois de filmer les motifs alors qu'elle est en train de parler, parfois la filmer elle au niveau de son visage pour être plutôt sur sa parole, mais du coup on n'est plus sur les motifs. Et je me suis aperçu en montant le film que ça obligeait aussi le spectateur ou la spectatrice à en permanence refaire le puzzle des visuels. Et du coup, l'image entière de Mathilde couverte de peinture, au final, elle n'existe que dans l'esprit du spectateur. Et je pense que ça maintient un peu aussi l'attention. Alors que si on avait été trop loin, au bout d'un moment, bon, on aurait décroché parce qu'on aurait vu un peu le motif global qui se dessine. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que en le diffusant dans une salle, après j'ai eu des retours, et je m'attendais pas à ça, mais quelqu'un m'a dit, en fait, le film que vous avez fait, il nous prend aux tripes parce que la douleur dans la société, c'est tabou. On dit jamais qu'on a mal, on décrit jamais à ce point. Et le fait que les gens étaient piégés dans la salle de cinéma, entre guillemets, ils pouvaient pas, à part vraiment dire, j'arrête de regarder la séance parce qu'il y avait d'autres courts-métrages, mais qu'ils étaient un peu voilà, piégés sans savoir combien de temps ça durait en plus, etc. Je pense que ça les a mis dans un état de sidération où ils étaient un peu comme quand on voit un accident sur l'autoroute, quoi. On ralentit, on peut pas s'empêcher de regarder, de se dire et moi, ça serait quoi, etc. Et du coup, je pense que ça, c'est assez fort pour partager, même auprès de gens qui ne sont pas directement touchés. Cette même personne m'a dit qu'à un moment donné, elle avait eu physiquement l'impression de ressentir les choses que décrivait Mathilde, alors que c'est un homme et qu'il n'a pas de douleur chronique par ailleurs. Oui, et justement, Thomas, pour continuer sur les retours du film, ça a été en festival, ça a été vu, ça a été beaucoup partagé.
est-ce que tu peux nous dire exactement si ça a été beaucoup vu, beaucoup partagé, beaucoup aimé, si tu as eu des bons retours dessus, enfin voilà. Le film, il a été vu 5000 fois à peu près. Il y a eu 5000 vues sur YouTube, ce qui n'est pas beaucoup pour une vidéo YouTube en soi, mais c'est pas une vidéo de chats qui font Oui. les idiots. Donc ça dépend aussi de quel est son standard. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pouces bleus, si on veut compter. Il y a surtout beaucoup de commentaires quand même sur la vidéo et sur les réseaux sociaux qui ont partagé la vidéo, qui vont dans le sens de ce qu'on racontait précédemment, c'est-à-dire de témoignages de soit ah c'est parfait, je me reconnais dedans, merci, je me sens pas seul, soit c'est génial, j'ai un support pour communiquer autour de moi. Donc ça c'est les retours au sens large. Après on l'a envoyé qu'à très peu de festivals, en fait, pour être honnête, parce que aussi beaucoup de festivals n'acceptent pas des films qui sont diffusés sur Internet, par ailleurs. Ils réclament l'exclusivité de la diffusion. En tout cas, pour les festivals, c'est vraiment cinéma professionnel. Et par contre, on l'a envoyé donc, dans ce festival qui était au Lila. Couleur du cours, ça s'appelait. C'est un festival de films autoproduits. Donc, c'est vrai que c'est un festival qui était essentiellement sur des films qui étaient produits par les réalisateurs ou réalisatrices, parce que dans le système de financement du cinéma, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais souvent des producteurs qui demandent après à des chaînes et au CNC, etc. Et c'est vrai que nous, ce film, il a été fait un peu dans l'urgence de, comme disait Mathilde, j'ai sonné l'alarme un petit peu et j'ai un peu secoué sa maman. Je suis allé voir son algologue à l'époque en disant mais là, ça fait 2 ans, il faut bien qu'on change de stratégie, ça va plus. Et le film, c'était aussi une façon pour moi en tant qu'aidant de sonner l'alarme. Et du coup, on l'a fait un peu dans une urgence en fait. On l'a pas fait en se disant on va déposer un dossier auprès d'un producteur qui va lui-même chercher des financements. Ça aurait pris en soi encore 1 an ou 2 ans. Et donc du coup, en préférant l'urgence et en préférant aussi une diffusion sur Internet, on ne va pas forcément aller vers des diffusions en festival. Mais le film continue d'avoir une vie, en fait, alors que ça fait 6 mois en fait, qu'il a été diffusé. Donc, il continue de faire des vues, d'être relayé. Mathilde, elle pourra en parler mieux que moi, mais par Instagram notamment, elle est souvent citée en story de gens qui découvrent le film et qui spontanément sont emballés. Il y a comme retour intéressant, il y a des jeunes qui nous ont dit est-ce qu'on peut le diffuser j'ai un exposé à faire sur l'endométriose à l'école ou au lycée. Enfin, donc déjà, c'était trop bien de savoir que ça pouvait être utilisé à cet endroit-là. Moi, j'ai eu des retours aussi de beaucoup de gens qui ne sont pas atteints d'endométriose. Et ça, c'était vraiment intéressant. Donc, des personnes qui sont atteintes, par exemple, d'encéphalomyélite myalgique, qui est une maladie qui fait des douleurs chroniques. Il y en a pas mal de gens qui ont la fibromyalgie aussi qui se sont retrouvés. D'autres, enfin, c'est assez aussi des arthrites, enfin, spondylarthrite ankylosante dont on parlait ou d'autres. C'est assez puissant, ce lien entre les maladies, parce que finalement, l'expérience, elle est partagée. Et d'ailleurs, ça a été intéressant parce que ça m'a fait découvrir un groupe qui parle du pacing. Et le pacing, c'est le fait de gérer son effort pour gérer la maladie chronique. Et donc, les champions, là, c'est ceux qui ont l'EM, l'encéphalomyélite myalgique. Je vous le dis parce qu'en plus, le 12 mai, c'est le jour de sensibilisation à l'EM. Et donc, c'est un endroit où ils ont un savoir-faire incroyable qui se partage sur comment doser son effort, se reposer avant, se reposer après pour limiter eux, ce qu'ils vivent, ce sont des crashs, en fait, des malaises post-effort, mais qui, quand même, quand on a des douleurs chroniques, c'est pas exactement la même chose qu'on vit. Mais on a vraiment beaucoup à apprendre à cette manière de gérer l'effort et gérer la douleur et gérer les signaux. Et sinon, oui, on l'a quand même envoyé à d'autres festivals dont on attend la réponse. Moi, j'ai encore pas d'espoir. Voilà, merci. Et est-ce que tu dirais, Mathilde, que du coup, légitimer tes douleurs, ça t'aide quand même à les accepter c'est plutôt moralement parce que ça diminue rien, on est d'accord, mais au-delà de ça, quand tu vois les retours que tu as eus, tu te sens quand même bien plus légitime. Donc, et pour autant, tu les vis quand même, tes douleurs. Oui, ça marche bien. Je pense que l'enjeu ensuite, c'est de... Je sais pas comment se dire. Il y a un gros enjeu à s'autoriser à être
en parcours de soins, à être malade et à avoir des moments bien. Enfin, c'est très compliqué cette histoire de la fluctuance, du fait que ça fluctue les symptômes. Et donc à la fois, c'est très important de se sentir légitime pour pouvoir bien se raconter auprès des médecins et pas minimiser, parce que moi, j'ai passé ma vie à minimiser. Même les médecins disaient, alors ça a marché ce médicament, et moi, j'avais honte de dire que ça n'avait pas marché. Je disais, ah oui, un peu. Alors, c'est pas vrai, en fait. Enfin, j'avais vraiment pas d'effet, mais je me disais, oh, t'exagères, tu dois mal. Donc ça a un peu changé. Mais je pense que ça aide aussi, surtout d'être plusieurs. Je pense qu'au-delà du film, ça aide de parler avec les gens, de se sentir moins seul. Ça aide aussi d'avoir la reconnaissance des professionnels qui disent avec empathie, c'est grave, c'est dur, on fait de notre mieux, mais on n'a pas de solution magique et je suis désolée. Moi, il y a un docteur là, mardi, qui m'a dit, je suis navrée qu'on ne sache pas mieux vous soulager. Je pense que c'est très dur, ça m'a fait un bien infini. Oui. Et je pense que ça, c'est très important. Parce que jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de médecins qui disaient jamais je suis désolée ou c'est très dur ce que vous vivez. Et je sortais en pleurant plus mal qu'en rentrant. Ben oui. Voilà. Ouais. Tout à fait. Mais merci beaucoup d'ailleurs en Domaine d'avoir diffusé le film et d'avoir participé à ce qu'il atteigne autant de monde, parce que je pense que c'est surtout grâce à vous que ça peut toucher. Oui, mais autant de rien. gens. Merci à vous aussi, parce que c'est quand même vous qui avez fait le gros du travail. Je pense que la diffusion, c'est le gros du travail, parce que là, c'est ça qui fait que les gens sont touchés. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout réfléchi, mais il se trouve qu'on l'avait sorti la semaine où Clémentine Autain faisait sa proposition de loi à l'Assemblée sur du coup la reconnaissance comme affection de longue durée par défaut en fait pour l'endométriose. Et on leur a envoyé à l'équipe et ils l'ont vu, ils ont remercié de leur soutien. Donc ça a aussi fait partie un peu de la conversation, c'est-à-dire que on a des gens qui avaient entendu parler de l'endométriose pour la première fois à l'occasion de cette semaine où il y avait donc cette proposition de loi et puis les annonces du président de la République sur l'endométriose. Et du coup, ça crée une sorte de cohérence quand même où c'était pas juste l'histoire de quelqu'un qui a mal, c'est en fait ça a une importance nationale en fait. Oui, ça a pris une on n'a pas fait globalité. exprès, mais ça a aidé un peu aussi comment on dit, au bouche à l'oreille pour que le film circule. Et moi, j'ai un message à faire passer à quiconque regardera cette vidéo, c'est n'hésitez pas à l'utiliser où que vous voulez, où ça vous paraît pertinent, que ce soit à l'école, avec vos collègues. Moi, la médecin algologue qui me suit à l'hôpital Saint-Joseph a dit qu'elle a diffusé à ses collègues au sein de la consultation douleur. Enfin, faites-en ce que vous voulez. Et si vous avez envie de nous dire, ah ben, on l'a diffusé dans une classe au lycée, en SVT, c'était intéressant, ben, on sera très content d'avoir des retours. Mais vraiment, c'est un objet libre, quoi. Donc, il y a des gens qui disent, est-ce que je peux le montrer pour trop rire sur YouTube? Vous pouvez le montrer. Voilà, merci. Ça, c'est top. Et du coup, docteur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la théorie des cuillères, par exemple, comment gérer l'effort, comment appréhender le moment où va venir la douleur bien puissante, comment vous aider le patient à gérer au mieux ces périodes de crise? Comme je vous le disais, donc c'est un traitement, enfin c'est une prise en charge un peu et par palier, avec des moyens, on va dire, de fond, et puis des propositions pour des moments plus douloureux. Donc c'est un peu des moyens thérapeutiques au sens large du terme, à deux niveaux. La prise en charge de fond et les prises en charge pour des périodes un peu plus aiguës. Alors, sur un plan médicamenteux, c'est sûr qu'on est un peu limité. Bon, pour des périodes longues, c'est sûr que pour des périodes, on va dire, de crise un peu longue, à ce moment-là, on peut introduire des choses un peu plus agressives, des perfusions, je ne sais pas, pour décapiter un moment très, très douloureux qui dure un peu. Moi, je conseille toujours quand même que, quoi qu'il arrive, de maintenir un minimum d'activité, quand même, de ne pas... l'arrêt de travail, c'est vrai, des fois, ce n'est pas toujours très pertinent. Avoir une petite activité, si c'est possible, évidemment, en fonction du travail, bien sûr. C'est bien de quand même avoir ce contact qui reste.
de garder une activité un peu calquée sur l'état algique. Hein. Voilà, c'est un peu, donc, en gros, c'est jongler entre un traitement de fond, une base de traitement, et puis la gestion des moments beaucoup plus douloureux. Oui. Voilà. Merci. Bon, mais c'était super cet entretien. Je vous remercie tous de votre participation et encore merci Mathilde et Thomas. De toute façon, on se reparlera certainement et puis on fera passer la petite BD aussi qui est très intéressante, voilà, pour donner une sorte de suite à la vidéo qui déjà exprimait très très bien les douleurs. C'est une sorte de continuité et je trouve que c'est très très bien fait aussi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Ah ouais.